Ladies and gentlemen, bonjour et bienvenue dans ce nouveau journal. Bon, j'espère que vous profitez bien des giboulets de mai. Voilà, très agréable comme temps. Ça fait du bien, hein. Ouais, ok. Avant de commencer, je voulais vous remercier pour tous vos retours sur la vidéo de la semaine dernière avec mon interview de Raphaël. Vous l'avez apprécié et ça fait plaisir. Et maintenant, une autre semaine, d'autres sujets, et on commence sans plus attendre. Ne serait-il pas temps de tester un de ces bons petits produits de chez Coro? Mais oui, c'est l'heure. Vous le savez, Coro est partenaire de la chaîne depuis un sacré bout de temps, et j'aime beaucoup pouvoir découvrir avec vous certains produits qu'on ne trouvera pas n'importe où, et Coro a cette tendance tout à fait heureuse à enrichir son catalogue avec de nombreuses nouvelles références véganes. Des produits classiques, mais aussi des trucs innovants. Et aujourd'hui, j'ai choisi de tester un dip pour l'apéro. Voici donc sous vos yeux ébahis le Nacho Dip Jalapeños. Alors pour ceux qui ne sont pas familiers avec le concept de dip, il s'agit tout simplement d'une préparation fluide mais relativement épaisse avec une certaine viscosité en termes de technique, on va dire, qui permet d'accrocher un élément qu'on va venir plonger dedans. Oui, donc une sauce, mais un peu plus dense, on va dire. Et généralement, on pourrait servir ça à l'apéro avec des nachos dip, mais aussi, pourquoi pas, des crudités en bâtonnet, genre de choses. C'est tout simple, c'est convivial. On met ça sur la table, un verre à la main, et hop, et hop, et hop. Voilà, c'est cool. Donc aujourd'hui, pour tester, je me suis acheté un petit sac de tortillas, histoire de dipper, c'est qu'à le dire. Mais avant ça, on va le goûter nature, pour voir quel est le goût et la texture. Allez, voyons. Hop là. Ouais, c'est pas inintéressant. Vous voyez, on a quelque chose d'assez fluide, comme j'ai dit, mais qui se tient. Et au nez, on a vraiment un bouquet d'épices qui vient nous flatter les naseaux. Et une note presque fromagère. Parce que oui, hein, dans les dips, il y a souvent des trucs au fromage. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. C'est un dip vegan. Ça change tout. Allez, c'est parti. C'est la cuillère que je dip. Pas trop, parce que si c'est un peu puissant... C'est pas mal. On a vraiment une texture très crémeuse, un vrai velours sur le palais. Vraiment très agréable. Ça accroche bien. Au niveau du goût, c'est pas hyper chargé en sel. C'est juste assaisonné comme il faut. Au niveau des épices, c'est bien dosé. Il y a plein de choses qui se passent. Le côté piment, alors le jalapeños, là par contre, je ressens pas son caractère typique, mais une petite chauffe légère en arrière-gorge. C'est très léger, cela dit. L'ensemble est harmonieux et effectivement, on a ce côté note fromagère que j'identifie beaucoup plus, moi, comme une note de levure maltée. Je ne sais pas s'il y en a d'ailleurs dedans, mais c'est comme ça que je l'interprète. Donc c'est plutôt pas mal du tout. Ah, c'est vraiment écrit petit, hein, par contre. Il y a de la levure maltée. Et c'est une base de cajou, en fait. Ok. Là, ce que j'aime, c'est que ça a du goût, ça a du caractère, mais ça ne sature pas non plus l'essence. C'est très agréable et la texture est très belle. Franchement, j'aime beaucoup. Maintenant, on va passer au test réaliste, à savoir le dip, le vrai, avec la tortilla. Let's go. Bien généreux, hein. Ouais, ça fait vraiment sauce un peu fromagère, visuellement. Ah, franchement, ça fonctionne hyper bien. Ah ouais, je suis très content. Ça accroche bien la chip. En bouche, on a le goût qui est bien là, qui se marie avec le goût de la chips de maïs. Il n'y a rien à redire. Ça fonctionne, ça fait le boulot, ça tient sa promesse. Alors, au-delà du côté vraiment deep, parce que c'est conçu pour ça, je me dis que ce type de sauce et de parfum
ça marcherait bien étalé dans une demi-baguette pour faire un sandwich. Voilà, donner un petit caractère. Au lieu de mettre une mayonnaise ou un truc un peu plus gras, on pourrait avoir quelque chose de très différent en bouche, mais qui, en termes de fonction, bah, ça ferait le boulot aussi. Enfin, je pense. Quoi qu'il en soit, si vous voulez vous aussi tester le Nachos Dip Jalapenos, aucun problème, ça se trouve sur le site coro.fr et vous pouvez bénéficier d'une réduction de moins 5% sur votre commande grâce au code magique Sébastien Cardinal. Cette semaine encore, on se retrouve sur Netflix pour une série. Et cette fois-ci, je vais vous parler de Missing the Other Side. C'est une série coréenne, désolé, oui, toujours. Et on est sur une série fantastique, enquête, c'est un petit mélange, où on va suivre un homme qui se retrouve avec la capacité de voir un monde invisible où vivent l'esprit de personnes qui ont disparu. Alors quand on dit disparu, c'est qu'elles sont mortes, certes, mais c'est pas que elles sont mortes, et on n'a jamais retrouvé leur corps. Donc généralement, ce sont ces personnes qui font partie des avis de recherche publiés à la télé, dans les journaux, par la police. Et parfois, il y a des corps qui sont retrouvés, et ces personnes peuvent rejoindre l'au-delà. Et concrètement, notre héros va donc découvrir cette capacité de manière un petit peu accidentelle en tombant sur un village perdu dans la montagne coréenne, pas très loin de Séoul. Et il va se retrouver face à l'envie d'aider ces âmes un peu prisonnières de ce lieu, même si elles sont très heureuses. Il n'y a pas de problème, ce sont des villageois normaux. Mais n'accomplissent pas leur destinée. Donc, il va se mettre en œuvre pour essayer de retrouver leur corps et donc de résoudre les affaires qui sont derrière. Alors, il va avoir de l'aide. Enfin, bref, c'est assez dense, c'est super sympa, c'est assez drôle. Malgré la thématique, il y a quand même beaucoup d'humour. Et on ne s'ennuie pas un seul instant. C'est une série qui se finit. Il y a vraiment une fin, malgré l'annonce d'une deuxième saison. Et j'ai l'impression, parce que j'ai regardé la bande-annonce juste avant, là, que ça n'a aucun rapport. C'est le même concept, mais ce sera dans un autre contexte avec d'autres personnages. Donc voilà, si vous voulez avoir une bonne série avec un début et une fin et pas attendre un dénouement, un cliffhanger, non, là, tout est bien. Et c'est très qualitatif. C'était mon opinion, je ne sais pas si vous l'avez vu et dans le cas échéant apprécié, n'hésitez pas à me le dire dans le commentaire. Et j'aimerais bien savoir si parmi vous, il y a des vrais amateurs et amatrices d'œuvres asiatiques dans leur ensemble. C'est vrai que moi, depuis quelques temps, avant que ce soit la mode, j'avoue, j'ai toujours eu une certaine bienveillance et une recherche au niveau du cinéma asiatique et particulièrement coréen. Et c'est vrai que Netflix, derrière, m'offre un regard sur des séries que j'aurais jamais découvert sans cet abonnement. Et souvent, je maudis Netflix. Et si j'y reste, c'est principalement à cause de tout ça. Donc bon, donnez-moi votre avis. Cette semaine sur Thread, j'ai posé une question et j'ai eu des réponses intéressantes. La question, la voici, c'est combien de fois allez-vous au restaurant par mois ? Et oui, je me suis posé cette question parce que, vous le savez, je connais bien le milieu de la restauration végane parisienne. On discute beaucoup des problématiques et j'ai un regard effectivement qui est à différents postes. En tant que client des restaurants, en tant que consultant pour des restaurants, en tant que critique culinaire, je vois différents axes, différents problèmes, différentes attentes et j'arrive à avoir une certaine synthèse de ce qui se passe. Or, j'ai aussi un point qui est simplement culturel. J'aime aller au restaurant. Donc pour moi, dans mon concept, aller au restaurant, c'est normal. Et j'en reviens à cette question que j'ai posée. Les réponses m'ont surprise. Alors bien sûr, il faut prendre en compte différents aspects qui sont par exemple la géographie, puisque si vous habitez à Paris,
Vous avez pléthore de restaurants, vous avez du choix et pour tous les budgets. En revanche, si vous habitez un petit village dans un coin paumé de la France, je sais que là, ça va être beaucoup plus compliqué et que l'idée de restaurant, bah oui, c'est un fantasme plus qu'une réalité. Donc c'est très difficile de comparer, c'est vrai. Mais de manière générale, quand on pose ce genre de questions, on s'adresse à des gens qui sont habitués à la restauration. Or, ça c'est un trait particulier de Thread, auquel j'ai pas forcément l'habitude, c'est que ce ne sont pas forcément des abonnés à mon compte qui répondent, mais les gens qui voient le message et qui se sentent interpellés. Du coup, j'ai plein de réponses et de gens pas forcément véganes. Et bah du coup, ça a donné une saveur plus particulière. C'est plutôt une habitude de consommation hors milieu, avec un tableau peut-être plus représentatif d'habitude et d'une réalité de terrain. À savoir qu'il y a des gens qui ne vont pas du tout au restaurant et c'est pas forcément une question de distance, de restriction alimentaire ou même de budget. Non, parfois il y a des gens ils vont pas au resto parce que ils voient pas l'intérêt. Et donc avec un esprit ouvert, j'ai essayé de comprendre un petit peu pourquoi est-ce qu'on peut avoir un manque d'intérêt par rapport au restaurant. Et à mon avis, la réponse, elle réside simplement dans une attente particulière qui est à quoi sert un restaurant. Et ça nous renvoie à notre rapport à l'alimentation et au plaisir et à la curiosité. À savoir qu'il y a des gens, et vous en faites peut-être partie, attention, il n'y a pas de jugement, justement, si j'en parle aujourd'hui, c'est que j'essaye de comprendre un peu mieux et de voir quels sont les profils. Parce que si je regarde tout par le prisme de ma réalité, tout serait très bizarre si vous n'allez pas au restaurant, ce qui est complètement biaisé. Mais honnêtement, pour moi, aller au restaurant, ça a un intérêt lié à la curiosité, à la convivialité, à la découverte de la signature d'un chef, d'un esprit de cuisine, parfois la rencontre vers une culture culinaire qu'on ne maîtrise pas ou qu'on ne connaît pas. Bref, aller au restaurant, c'est toujours normalement un peu un truc unique, un voyage, un plaisir particulier. Or, il y a aussi des gens qui vont au restaurant dans le seul but de se nourrir. Voilà, ils ne cherchent pas à être surpris, d'ailleurs ils prennent toujours les mêmes plats. Ils veulent quelque chose d'efficace, de bon, pas trop cher, mais l'action pour eux, c'est pas de passer un bon moment, de découvrir des choses. Non, c'est juste s'alimenter de manière très fonctionnelle. Et à partir de ce moment, oui, je peux comprendre qu'on se dise, oui, mais alors pourquoi payer pour aller au resto si on peut faire la même chose chez soi? Oui, ouais. D'ailleurs, je prenais l'exemple tout bête de la pizza. Faire une pizza maison, c'est pas bien compliqué, mais il y a quand même une différence entre la pizza domestique, qu'on peut tous faire, et la pizza au feu de bois napolitaine traditionnelle, avec des ingrédients qualitatifs italiens qu'on n'aura peut-être pas à portée de main, et à moins d'être équipé avec un four spécial pour pizza, le résultat sera toujours différent, à moins de maîtriser parfaitement la pâte, un peu comme Monsieur Florian TDK, vous n'aurez jamais une pâte aussi bonne que dans un vrai restaurant italien spécialisé dans la pizza. Bref, une simple pizza, c'est déjà quelque chose de plus compliqué pour le commun des mortels si on veut avoir exactement le même plaisir qui fait que la pizza est un plat incontournable. Et ça, bon, c'est un exemple. Mais vous n'êtes peut-être pas très à l'aise non plus avec la cuisson du riz à la japonaise pour avoir la texture parfaite pour faire des sushis. Il ne s'agit pas simplement de faire du riz collant et de le mettre dans des algues. Beaucoup le font et c'est bon, mais c'est pas authentique. Et c'est pour ça que j'insiste moi sur l'intérêt généralement de la restauration, c'est de pouvoir se dire je vais découvrir des choses qui sont plus complexes, moins à ma portée ou moins dans mes connaissances, peut-être pour s'enrichir et le refaire chez soi par la suite. Mais il faut bien expérimenter à un moment ou un autre. Alors, entendons-nous bien, je comprends parfaitement qu'on puisse aussi avoir un rapport totalement fonctionnel à la restauration, typiquement dans le cadre des salariés qui, sur leur pause déjeuner, vont utiliser des tickets restaurants et aller dans les restos autour de leur entreprise.
Leur idée, c'est de manger vite sur leur pause déjeuner, d'être rassasiés et retourner bosser. Donc, varier entre 2-3 restaurants, c'est déjà bien, mais ça reste fonctionnel. Il n'y a pas vraiment de temps à perdre, ni l'idée même de passer un moment à part. C'est juste, ah, c'est la pause, on mange. Ça, je comprends. Idem en voyage, quand on n'a pas d'autres moyens, parce qu'on ne peut pas cuisiner, soit dans un trajet, soit même parfois en vacances, manger à l'extérieur est parfois une obligation. Donc on va se contenter de ce qu'on trouve, et parfois avec un tout petit budget, donc faire très attention, c'est logique. Donc ça, effectivement, je le comprends, c'est pas le problème. Mais autant on va aller au théâtre, au cinéma, aller voir une exposition, visiter un musée, pour moi, aller au restaurant, c'est plus du même ressort. C'est aller à la découverte d'eux, c'est dans l'enrichissement, c'est passer un bon moment, c'est divertissant. C'est plein de qualités morales et mentales qu'on ne retrouvera pas forcément chez soi, où on est dans une routine du quotidien, avec ses habitudes et son savoir-faire, et donc nos propres limites. Et donc j'en reviens tout particulièrement à la restauration végane. C'est vrai que moi, en tant que vieux vegan, je peux vous dire que fut une époque où, même à Paris, on n'avait pas plus de 10 restaurants qui proposaient des options végétaliennes. Hein. Ce n'est même pas des restaurants véganes. Hein. Le tout premier restaurant 100% vegan, ça a été Loving Hut, qui n'existe plus à Paris. On a eu la Victoire Suprême du Cœur, qui a été véganisée grâce à mes soins et ceux de Laura, d'ailleurs, mais ça n'a pas duré, donc tant pis. Mais à part ça, les autres adresses où on pouvait manger, c'était des restaurants végétariens avec des options, et le plus street food qui puisse exister, c'était aller manger un falafel dans le quartier de la rue des Rosiers. Voilà, ça c'était le top de la restauration végétale à Paris. Autant vous dire qu'ailleurs en France, c'était encore plus compliqué. Et de cette pénurie d'offres et de diversité est née forcément aussi une forte attente en disant « Ah, mais ce serait génial si on pouvait avoir mexicain, italien, japonais, chinois, thaï, crêperie, etc., etc. » Puis burger, à l'époque, il n'y avait même pas de burger vegan, donc c'est vous dire. On avait envie de découvrir autre chose, changer d'horizon, et vivre un peu comme tous les autres. On voyait les gens aller au restaurant, nous on ne pouvait pas aller au restaurant, sauf sur quelques petites adresses, dans des quartiers très précis. Sinon, c'était rien. Peut-être que ça vient de là. Peut-être que avoir senti le manque, être privé de quelque chose, a créé aussi cette envie, ce désir de continuellement dire dès qu'il y a un truc vegan, je teste, dès qu'il y a des options, je teste, et peut-être que ma vocation est née comme ça. Je ne sais pas. Mais même pour des gens qui ne sont pas à mon niveau, j'ai plus tendance à connaître des gens qui sont curieux de la restauration. Parce que, eh ben oui, ça change. Et puis c'est toujours agréable. Et visiblement, c'est pas le cas de tout le monde. Et je vous avouerai que c'est un peu embêtant. Alors je vous explique pourquoi. Moi, au niveau du véganisme, j'ai toujours une idée un peu de stratégie globale en termes de présence et d'exemplarité. L'idée est d'aller toujours au mieux, de manière positive. Et la restauration, pour moi, ça a un rôle à jouer, puisque c'est un moment où on va pouvoir faire découvrir de l'alimentation végane à des gens qui ne le sont pas, où effectivement, on va partager la même table, donc la même carte, et peut-être semer le germe de l'acceptation dans l'esprit de gens qui étaient plutôt de « ouais, bof », et qui sont venus là juste pour vous faire plaisir. S'ils repartent convaincus que c'était vraiment bon et qu'ils n'ont pas eu faim, c'est génial. C'est une faille dans le raisonnement des gens fermés. C'est une ouverture. C'est le but du jeu. Et c'est pourquoi je trouve hyper important d'avoir de plus en plus de restaurants véganes avec un haut degré de qualité, avec des bons produits, du savoir-faire, etc. Et pour que ces restos existent, j'en reviens à ma relation avec les restaurateurs et où ils m'exposent souvent leurs problèmes. Eh bien, pour que ces restos existent, il faut qu'il y ait comme une base de clients
fidèles. Et quoi de mieux que les gens les plus concernés. Quand un restaurant vegan ouvre, il a envie de toucher tout le monde, mais il a généralement très envie de faire plaisir particulièrement aux véganes eux-mêmes, pour leur apporter un petit plus dans leur vie. Et malheureusement, on constate que la majorité des restos véganes sont remplis de gens qui ne sont pas du tout véganes. Et là, on se dit, mais où sont les véganes? Tenez, pour l'anecdote, quand on a été à Stockholm avec Laura, on a été plusieurs fois dans le restaurant Chouchou, qui avait ce buffet vegan à volonté incroyable, pas cher et hyper qualitatif. Donc forcément, un des managers a commencé à discuter avec nous, puisqu'il nous voyait 2 fois, 3 fois. Ça crée déjà des liens. Il n'y a pas beaucoup de Français qui passent. Et il nous disait que finalement, la majorité des gens qui venaient dans le restaurant quotidiennement étaient des gens qui travaillaient dans des entreprises autour, mais ils n'avaient quasiment pas de clientèle végane. Ce qui est hyper surprenant. Et il nous disait, mais vous savez, en Suède, généralement, les véganes, ils vont pas au restaurant. Et on ne comprenait pas. On dit, mais pourtant, il y a du choix, surtout à Stockholm. Ça a l'air très qualitatif dans l'ensemble. C'est abordable financièrement. Donc, pourquoi se priver? Et je sais pas. Je sais pas. Mais les véganes en Suède sont un peu particuliers. Ils sont pas consommateurs et surtout pas des restaurants. Alors bien sûr, là derrière votre écran, si vous me regardez de la Suède et vous allez me dire « Ah ben non, moi je vais au restaurant, c'est des généralités », eh ben oui, ce sont des généralités. On ne fait pas cas des exceptions et de votre cas particulier. On est tous effectivement individuels et on n'aime pas être dans la masse, et ça je le comprends. Mais là c'était quand même le constat d'un professionnel qui au quotidien se rend bien compte que sa clientèle n'est pas celle à laquelle il s'attendait. Et en France, c'est peut-être pas aussi tranché, mais bon, quand même. Il n'y a pas beaucoup de véganes dans une salle de resto, généralement, quand on essaye de se renseigner un petit peu. Certains restaurateurs le font. Donc, je vous incite fortement, si vous êtes curieux, d'accorder peut-être plus de temps à aller régulièrement au restaurant pour que ces établissements se maintiennent, aient une visibilité plus grande, que vous puissiez découvrir d'autres horizons. J'espère qu'à chaque fois que je vous parle d'un restaurant, ça vous donne envie. Je sais qu'il y a forcément la question de la distance, la question du temps, et aussi la question financière. Par ça, la question financière, on pourra en parler longuement. Parce qu'on ne va pas se leurrer, la restauration en France, ça coûte cher. Et oui, je suis toujours aussi abasourdi quand je vois que un menu burger frites avec une boisson, ça puisse coûter 15 €, voire beaucoup plus. On parle d'un truc de fast-food, donc c'est pas censé être cher, bien au contraire. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à être concurrentiel avec des chaînes de fast-food où vous avez des menus complets pour bien moins cher? Il y a des raisons à ça, et alors c'est rassurant et à la fois c'est embêtant. Le côté rassurant, c'est que généralement, dans la restauration végane, eh bien, les produits sont beaucoup plus qualitatifs que dans des fast-foods ordinaires. Alors quand je dis qualitatif, ça veut dire qu'il y a un choix plus conscient des produits, et que oui, encore aujourd'hui, les simili-carnés en accès professionnel coûte plus cher que de la viande. Idem pour, on parlait de burger, le cheddar végétal, ça fonctionne très bien et c'est pas très cher comme ça, mais c'est infiniment plus cher que des tranches de cheddar industriel qui sont très bas en termes de coût. Et c'est là le secret, c'est qu'avec de la viande pas chère, du fromage pas cher, des pains industriels pas chers et des sauces, pas très clean, on arrive à avoir un produit qui est pas cher du tout et nutritionnellement pas terrible. Le pendant vegan, lui généralement, a des prix beaucoup plus élevés en termes de matières premières, mais généralement c'est meilleur. C'est plus nutritionnellement intéressant, c'est plus rassasiant,
c'est plus sain, mais c'est plus cher. L'autre constat qu'on peut faire facilement, surtout quand on a un peu voyagé, c'est que souvent, en France, les restaurants véganes sont plus chers que les restos véganes ailleurs dans le monde. Voilà, ça c'est un truc, à chaque fois on se dit waouh. Alors oui, certainement, si vous allez à New York, vous allez constater que Paris, c'est pas cher du tout. Ok, mais je me souviens de Montréal, Londres, Berlin et même Stockholm la dernière fois, ou Barcelone, hein, voilà, quelques villes qu'on a déjà faites, c'est toujours moins cher. C'est toujours moins cher. Et alors, c'est toujours moins cher en termes de tarifs, mais c'est souvent plus copieux. Donc, à chaque fois, on peut se poser la question, se dire, mais pourquoi en France, on a des portions plus petites, un service parfois un peu bancal, pas toujours, hein, heureusement, et puis, ouais, voilà, c'est tout de suite un ticket d'entrée beaucoup plus élevé, et c'est quand même assez déplaisant. C'est la France, donc la France, ça veut dire beaucoup de charges sociales, beaucoup de frais en termes d'entreprise, et des pays voisins n'ont pas forcément exactement les mêmes contraintes, et n'ont pas non plus les mêmes charges, les mêmes taxes, et même en termes de produits, même pas le même coût d'accès, ce qui peut expliquer énormément l'impact sur le coût final. Parce que le problème que j'imaginais en reprenant des grandes capitales et Paris, je pensais que c'était le coût de la superficie et du loyer. Or, en discutant justement avec des professionnels étrangers, on se rend compte que c'est tout aussi cher ailleurs. Donc c'est pas là que ça se joue. Donc c'est bien compliqué. C'est bien compliqué comme sujet parce que, toujours dans cette idée un peu de stratégie, j'aurais tendance à dire que pour que les gens daignent aller dans des restaurants véganes, eh bien, faudrait-il qu'ils ne soient pas effectivement freinés par le prix et qu'au minimum, ils payent le même prix que dans un restaurant dit normal et pas avoir un supplément pour quelque chose auquel ils n'ont pas forcément d'attrait et ça leur demande un double effort. Et psychologiquement, ça fait beaucoup. Et il n'y a pas tant de gens que ça qui ont un esprit ouvert et curieux. Donc, la seule solution, c'est d'avoir des véganes qui traînent par la main et qui disent hey, viens avec moi, je vais te faire goûter des trucs super. Mais bon, revenons un petit peu à vous. J'aimerais bien savoir quelle est votre relation avec la restauration par rapport à votre situation géographique, financière, envie, curiosité. Il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est juste que je suis un peu perdu. Parce que moi, comme je vous l'ai dit, j'ai cette culture du restaurant. Mes amis, mes proches, mon entourage, ma famille ont plutôt la culture de la restauration. Et pour moi, c'est une normalité. Quand tout va bien financièrement, je ne vois pas pourquoi on se priverait de se faire plaisir. Mais c'est pas si simple. Donc, encore une fois, il n'y a pas de mauvaise réponse, il n'y a pas de jugement, il y a juste de la curiosité bienveillante. Donc, je vous laisse vous exprimer dans les commentaires. Il y a des chances que vous vous souveniez, quand je vous ai présenté un simili-carnet absolument bluffant, imprimé en 3D, avec un réalisme au niveau de la fibre, juste incroyable. Cette marque, c'est Redefine Meat, et c'est vrai qu'au moment où je vous en ai parlé, il n'y avait que Vegetal Square qui en vendait. Par la suite, on a Mon Épicerie Paris qui a commencé à vendre quelques produits Redefine Meat. Et jusque-là, il n'y avait pas grande nouvelle. Mais hier soir, j'ai été invité à une soirée de presse, de présentation de bonnes nouvelles. En effet, ça y est, Redefine Meat est disponible pour le grand public. Parce que, on va quand même se l'avouer, ça restait dans un marché de niche, on va dire, pour vegan ou pour les professionnels, mais c'était pas vraiment accessible facilement. Et là, ça y est, c'est dispo chez Monoprix. Bon, c'est un premier pas. Leur vocation, c'est forcément d'être un peu référencé partout, mais déjà dans plein de Monoprix de France. Alors pas tous, voilà, ça on nous l'a quand même précisé, pas encore tous, mais je pense qu'il y en a à peu près une cinquantaine en France qui proposent enfin quelques produits Redefine Meat. Alors, je vous le dis tout de suite, non, vous n'allez pas trouver le fameux filet mignon. C'est pas disponible encore à la vente au grand public.
Ça viendra, ça viendra. Mais il y a quand même un coût de production au niveau de la technologie qui est difficile à amortir. En revanche, ils ont toute une gamme de produits que j'ai réussi à goûter au fil du temps. Et j'avoue que je suis bluffé. Parce qu'à chaque fois, c'est vraiment très bon. Alors, là, je suis revenu avec quelques produits. Je vais vous les montrer, c'est ça que vous pourrez trouver dans les fameux Monoprix. Et alors, je commence avec ceci, un classique. On est sur le haché façon bœuf. Ça, c'est pas les seuls à faire un produit comme ça, c'est sûr, mais il est techniquement impeccable dans sa tenue. J'ai eu l'occasion de le travailler. C'est très très réussi et c'est un produit qui est fiable. Et en termes de goût, oui, on est plus sur une idée bœuf qu'autre chose. Et c'est même un peu perturbant. Il faut pas se voiler la face. Comme toujours, ce type de marque, leur objectif, c'est de séduire le plus grand nombre et pas de s'adresser particulièrement à des véganes convaincus, ça vous vous en doutez, mais plutôt que la fameuse Madame Michu ménagère qui fait ses courses se dise ah tiens, on va réduire la viande, mais on veut garder nos habitudes, voilà, ça fait moins peur. Enfin, quand je dis ça, ça fait moins peur qu'un bloc de tofu, des PST quoi. Autre produit excellent, c'est le mix kefta. Donc là encore, on est sur un bloc de haché, mais il est déjà aromatisé pour faire ces fameuses brochettes méditerranéennes. Donc on est plus sur une saveur agneau. Oui, je sais, vous allez me dire, ouais, c'est pas très ragoûtant de parler d'animaux, mais là on parle plutôt de goût, et je suis sûr que ça évoque des choses à certains. Voilà, bref, ça, c'est à tester, parce que personne d'autre ne fait ça. Enfin, troisième produit, les filochés façon porc. Ça aussi, c'est un produit qui est hyper innovant par sa texture, sa fibre et ses saveurs. Ça fonctionne super bien. Alors c'est très adapté à tout ce qui est cuisine mexicaine, mais pas que. Il y a comme un état d'esprit très international dans leurs recettes. Et hier, on a mangé des tacos faits avec ça. Magnifique. Effectivement, il y a ce côté fibre qui se détache sous la dent. Il y a le goût qui est un peu atypique. Alors, tout était cuisiné, il y avait des épices, donc la profondeur du goût du produit brut, ça, je ne l'ai pas encore goûté. Mais de toute façon, vous l'avez compris, ce sont des supports de protéines à cuisiner. Ça ne se déguste pas simplement en se réchauffant. Ce sont des aides culinaires, c'est ça qui est bien. Personnellement, je préfère toujours ces produits qui nous permettent de la créativité ou de refaire des recettes traditionnelles en végétal que juste le truc à réchauffer et qu'on mange comme ça, qui a beaucoup moins d'intérêt, je trouve, en termes de satisfaction. Donc voilà, aujourd'hui je les déguste pas parce que je vais pas faire semblant de les découvrir. Ça y est, je les connais très bien les produits. Et hier soir, j'ai pu en profiter plus qu'il n'en faut, donc je peux vous dire que les souvenirs sont vifs. Et dans tous les cas, sur ces trois références, il y a du goût, de la texture, du plaisir, des apports techniques qui sont fiables en cuisine, ce qui pour moi est très important. Et alors, on n'a pas parlé des protéines, parce que ça, je sais que ça peut intéresser les gens, et moi-même, je me méfie toujours de ce que j'appelle des coquilles vides, donc des apports nutritionnels insuffisants. Dans le cadre des deux hachés, que ce soit la version bœuf ou kefta, là, on est, attendez, je vous dis ça, 12 grammes de protéines et 12 grammes. Il faut savoir que c'est aussi enrichi en fer, en B6 et en B12 et en zinc. Donc c'est vraiment pensé pour se substituer à la viande correctement. Ça, c'est bien. Et alors, le effiloché façon porc, 20 grammes de protéines. Ah, pas mal. Donc voilà les amis, sachez que vous avez un choix supplémentaire de protéines végétales qui est très qualitative et en termes de prix, on est au même prix que les marques concurrentes qui sont déjà depuis longtemps en place. Donc il n'y a pas une différence vraiment énorme. Je sais que ça peut inquiéter parce que c'est une marque qui est particulièrement chère, du moins à son lancement en France. Les premiers produits étaient, oui, beaucoup plus chers et ils ont fait des efforts conséquents puisque maintenant, à l'image de Beyond Meat, ils ont leur usine de production qui est aux Pays-Bas. Donc, c'est moins loin, on est en Europe, et ben les tarifs sont largement moins chers. Et autant en profiter.
Alors bien sûr, hein, je sais qu'il y a certains d'entre vous qui me diront oui, mais on n'a pas besoin de ça pour vivre, et vous avez bien raison. Chacun mange comme il a envie et constitue ses repas comme bon lui semble. Mais pour ceux que ça intéresse vraiment et qui l'auraient déjà goûté, j'aimerais bien avoir votre retour et savoir si vous aussi, comme moi, vous êtes sous le charme. Ça fait bien longtemps que je vous ai pas parlé d'une chaîne YouTube qui m'a plu, et pour cause. J'en ai déjà suffisamment en stock, je vous ai déjà parlé de quasiment tout, je pense. Mais là, je tiens vraiment à faire un coup de projecteur sur une chaîne de l'un d'entre vous. Oui. Alors, il s'agit d'une chaîne dédiée à l'informatique et principalement à ce qui tourne autour de l'univers d'Apple. Vous savez, moi je suis un mangeur de pommes, donc c'est un sujet qui me plaît, mais qui m'intéresse parce que, comme souvent, quand on a un système entre les mains, c'est bourré de petits trucs qui ne sont pas si évidents. Et moi, je suis curieux. J'ai toujours envie d'en savoir plus, que ce soit sur mon iPhone ou sur mon Mac. J'ai envie de pouvoir exploiter mes machines au mieux, correspondant à mes besoins, mais aussi parfois, il y a des trucs qui sont assez sympas, qui nous passent sous le nez et on ne les a pas cherchés. Et tout à coup, on se dit, ah bon, on peut faire ça. Ah, il y a une manière de faire autrement, voire mieux. Eh bien, c'est là que Matt intervient avec cette chaîne YouTube intitulée Vulgarisateur Apple et compagnie. Alors oui, et compagnie, parce que si l'écosystème principal c'est Apple, parfois il va sur d'autres choses, un peu moins souvent, mais aussi d'autres choses. Et il ne va pas parler que de produits Apple, mais aussi d'applications et de logiciels qui vont s'intégrer dans l'écosystème logique. Donc, ce que j'aime particulièrement, c'est le ton, le côté très posé, très didactique, très clair. Ce sont des vidéos qui sont relativement synthétiques, donc vous embarquez pas sur des tutoriels qui durent 3 heures. Il va droit au but, mais de manière très pédagogique. Et on apprend énormément de choses. Donc, merci Matt, merci d'avoir une chaîne qui est aussi utile. Et je vous engage tous, si vous êtes sur un écosystème Apple, allez faire un tour sur sa chaîne, vous abonner et enrichir votre savoir qui fera de votre quotidien quelque chose d'encore plus agréable. Ah, et en bonus, Matt, notre prof du web, est aussi sur Instagram, mais il a aussi un podcast, donc je vous mets ça en barre d'infos. Je me suis rendu compte que depuis que j'avais lancé le concept du journal d'un vegan, je vous présente des recettes de mon quotidien ou des idées un peu twistées, fusion, qui me viennent comme ça, qui ont, je l'espère pour vous, une certaine originalité quand même. Ça sort un peu des sentiers battus, même si ça reste accessible et simple. Mais comme je vous disais, depuis que j'ai lancé ce concept, je n'ai pas exploré finalement des grands classiques à ma manière, avec ma touche particulière, certes, mais souvent, je me dis, oh, c'est bon, tout le monde sait faire ça. Et finalement, non, je rencontre souvent des personnes qui me disent qu'ils n'ont pas forcément les bases. Donc aujourd'hui, on va partir sur un truc extrêmement classique, le houmous. Sauf que bien sûr, c'est pas le houmous que vous allez trouver n'importe où. C'est un houmous plus.
ben voilà, ça c'est fait. Vite fait, mais bien fait. Bon, vous l'avez vu, il n'y a rien de compliqué en termes de technique. On met tout dedans, on mixe. Alors, j'ai fait le choix d'utiliser un mixeur plongeant ou mixeur à main parce que c'est quelque chose qui est relativement commun dans les cuisines. J'ai d'autres alternatives, hein. J'ai le Vitamix derrière moi qui est vraiment le super robot, mais je trouve que pour cette quantité, ça vaut pas la peine. J'aurais pu faire ça dans le KitchenAid aussi. Encore une fois, c'est une question de proportion. La différence que vous aurez aussi, c'est que avec un mixeur plongeant, vous aurez certainement une texture avec un petit peu plus de grains, alors que bon bah Vitamix ou KitchenAid, vous aurez quelque chose de vraiment très lisse. Mais bon, c'était un choix. Je voulais quelque chose de pratique, et puis je trouve ça assez sympa sous la dent d'avoir un peu plus de texture qu'un truc extrêmement crémeux. Bien, passons à la dégustation. Alors pour ce faire, moi j'ai fait réchauffer des petites pitas aux herbes. Vous pouvez utiliser n'importe quel support, mais je trouve que les pitas, quelles qu'elles soient, sont toujours une bonne idée pour aller avec ça. Let's go. On plonge, on prend un peu de tout, et hop, dans le deck. Voilà, on a l'équilibre que je recherchais. On est vraiment sur un houmous avec les goûts du houmous, à savoir la petite touche d'ail, le citron, l'huile d'olive, le cumin, le pois chiche, tout est respecté, tout est lisible. En revanche, mon petit mélange d'épices donne plus de profondeur en arrière-plan. L'ajout, j'en ai pas mis beaucoup, hein, parce que c'était pas un houmous aux tomates séchées, mais j'en ai mis un petit peu pour donner un peu de rondeur, un peu d'acidité, enfin rééquilibrer tout ça. Donc on le sent sans que ce soit dominant. C'était le but du jeu. Donc tout va bien. Vous avez vu aussi que j'utilise l'eau de pois chiche, l'Aquafaba, pour détendre une fois que j'ai mixé, pour arriver à la bonne texture. Ça, c'est très visuel, ça va dépendre de beaucoup de paramètres. Donc n'hésitez pas, ne comptez pas simplement les 3 que j'ai mis moi. Peut-être que 2 suffiront pour vous, 3 pour 4, ça dépend. De plus, là, j'ai utilisé des pois chiches de chez Coro. Les conserves de chez Coro ont une particularité qui pourrait être considérée comme un défaut ou une qualité selon, c'est que le jus est sans sel. C'est pour ça que j'ai salé assez généreusement mon mousse pour pas avoir de fadeur, parce que sinon... Mais si vous avez des pois chiches qui ont cuit dans un bouillon un peu plus salé, diminuez. Voilà, j'espère que ça vous a donné envie de faire du houmous maison. C'est vraiment très simple et c'est personnalisable à loisir. Donc n'hésitez pas à utiliser ma recette, mais pourquoi pas aller beaucoup plus loin. Vous pouvez utiliser n'importe quoi intégré sur cette base de pois chiches de Tahina. Ça va fonctionner. Tout est dans l'équilibre bien sûr, mais osez prendre des risques. Vous seriez bien surpris du résultat. Et voilà les amis, c'est une fin de journal. J'espère au moins que vous avez apprécié de passer ce moment en ma compagnie. Petit message pour les membres de la chaîne. Je sais que je vous ai promis une petite vidéo il y a déjà quelques semaines et vous n'avez toujours pas cette vidéo. Et pour cause, parce que je cherche un produit spécial. Et voilà, en ce moment, j'en trouve pas, contre toute attente. Mais j'en dis pas plus. Vous inquiétez pas, ça va venir. Je vous oublie pas, c'est pas mon genre. C'est juste que j'ai un petit problème technique. Ou alors, il faudrait que je fasse un autre sujet en attendant. J'aurais peut-être dû faire ça. Bon, on va se rattraper. En tout cas, merci d'ailleurs du fond du cœur à tous ceux qui sont membres de la chaîne. Vous êtes un soutien très précieux. Merci aussi à tous ceux qui me soutiennent sur Tipeee. Voilà, comme toujours, vous pouvez le faire si vous le souhaitez. Et sinon, la base, et puis tout ça, quoi, hein, vous connaissez la chanson. En tout cas, prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine sans faute pour de nouvelles aventures. Tchuss!